Bon, le concept il est un peu différent aujourd'hui. C'est moi qui vais te poser des questions sur ta chaîne, Jérémy. Je t'en prie. Je vais te poser 10 questions. Tu me réponds vrai ou faux et tu vas donner vraiment en express ton avis d'expert immobilier. Ok, go. C'est parti. Première affirmation. Numéro 1. Il faut être riche pour investir en immobilier. Non, sinon personne ne le deviendrait. Le but de l'immobilier, justement, c'est d'utiliser l'effet de levier bancaire pour aller, grâce à de l'argent qui n'est pas à toi, acheter des biens qui ne sont pas encore à toi, les faire payer par quelqu'un qui n'est toujours pas toi pour que tu deviennes finalement propriétaire à un moment donné. Donc en fait, on parle de levier et on parle d'investissement intelligent. On investit dans des actifs grâce à l'argent de la banque et on le fait payer par un locataire. Donc on commence petit. Grâce, je sais pas, à l'appartement que tu as acheté 30 000 € ou 50 000 € au départ, et me dites pas que c'est pas faisable, ça existe, tu vas faire du bénéfice. Grâce à ce bénéfice, tu vas acheter un deuxième appartement, puis après, peut-être que tu vas vendre les deux premiers pour acheter un immeuble de 6, peut-être qu'une fois que tu auras montré à la banque que tu sais acheter 2 plus 6, eh bien, il te prêtera pour 1 million, 2 millions. Et là, si tu te dis mince, ouais, mais bon, Jérémy, 35%, je suis bloqué, c'est faux aussi. Okay. Si tu utilises la bonne méthode, tu peux très bien investir en illimité grâce notamment à l'investissement professionnel. Ok. Numéro 2, acheter sa résidence principale en premier, c'est une erreur. Je pense que c'est une question que beaucoup de Françaises et Français se posent. Ouais, clairement. Alors, c'est une erreur. Ça peut en être une. Si tu achètes une résidence principale, que tu vas à la banque et que tu dis, voilà, aujourd'hui, monsieur le banquier, je gagne 2 000 €, ma femme gagne 2 000 €, on a 4 000. Combien vous nous prêtez? Il te dit, je te prête 300 000 par exemple. Toi, tu vas voir un constructeur, tu dis bonjour, voilà, moi j'ai 300 000, je voudrais faire une maison, piscine, machin, etc. Du coup, tu t'endettes jusqu'au cou dans un investissement qui ne te rapportera que dalle. Okay. Là, c'est un danger. Par contre, si tu vas acheter une résidence principale dans laquelle il y a des travaux, dans laquelle tu peux faire une plus-value à court terme, je sais pas, dans l'année 100 000 € de plus-value, donc ça peut être une bonne chose. Et si tu achètes ta résidence principale potentiellement avec une annexe que tu peux exploiter en locatif, qui du coup, grâce au loyer que tu perçois sur ta résidence principale, enfin sur le bien détenu par ta résidence principale, tu payes ton crédit et t'es logé à titre gratuit, c'est un bon investissement aussi. Okay. Tu vois, dans l'idée en fait, c'est pas le fait d'acheter d'abord ton loyer ou d'acheter d'abord ta résidence principale, c'est la méthode que tu utilises pour pouvoir l'acheter qui est bonne ou mauvaise. Ok. Petit 3, il faut attendre la bonne période pour investir. Alors, attendre la bonne période, non. Actuellement, c'est une excellente période, par exemple. Tu vois, là, on arrive en fait sur un marché sur lequel qui a subi beaucoup de problématiques ces derniers temps, où on ne pouvait plus acheter, les crédits étaient compliqués, etc. Donc là, on a un marché qui se relance, mais on a des investisseurs qui sont frileux. Donc automatiquement, on a beaucoup plus d'offres que de demandes, donc des facilités à faire baisser les prix. C'est le moment excellent pour acheter actuellement, pas le bon moment pour vendre. Ok. Maintenant, même si tu es dans un moment haussier, comme ça l'a eu été, moi ça fait 10 ans que je fais l'investissement immobilier, investir dans l'immobilier, même si c'est plus cher que d'habitude, restera toujours plus rentable que de ne rien faire. Donc le meilleur moment n'existe pas. Alors bien sûr, il y a des meilleurs moments, mais si tu atteins le meilleur moment, il y a de fortes chances que tu ne fasses jamais rien. Ouais, clairement. Petit 4, vrai ou faux, il faut un gros apport. Alors il est vrai que plus tu as d'argent sur ton compte, alors c'est là où c'est plus tu as d'argent sur ton compte, moins la banque t'en demande. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, plus elle voit que tu as les moyens de payer, plus finalement ta décision de ne pas payer est une volonté et non pas, je veux dire, c'est quelque chose que tu choisis. Tu vas pouvoir argumenter à la banque, dire voilà, moi j'ai de l'argent sur mon compte, mais je ne souhaite pas le mettre dans mon apport parce que ça me permet en fait de garder mon cash, d'utiliser le levier bancaire et donc finalement d'être encore plus rentable. C'est entendable quand tu as de l'argent, quand tu n'en as pas, c'est juste que tu le fais pas parce que tu n'as pas le choix. Et donc quand tu n'as pas le choix, ben, la banque se dit quoi? Elle dit ben, il n'a pas d'argent, il veut que moi je prenne tous les risques pour pouvoir lui prêter de l'argent. Et c'est là où il faut être bon, si tu veux faire du sans apport. Il faut savoir monter un dossier bancaire qui explique voilà pourquoi tu investis dans cette ville, estimation de valeur locative, estimation de valeur vénale, bilan prévisionnel, voilà, étude de marché complète, plan, donc tu as les photos du bien en l'état, les plans 2D, les plans 3D, plans de projection, qui montrent en fait que tu es un vrai investisseur, que tu n'es pas là juste pour bricoler et que l'argent de la banque sera en sécurité. Ok, dossier béton quoi. Dossier béton. C'est ce que tu apprends durant d'ailleurs tes challenges. C'est ce que j'apprends pendant mes challenges, c'est ce que j'apprends dans ma formation, c'est ce que j'apprends dans mes accompagnements et c'est comme ça qu'on arrive à se faire financer même quand personne n'y arrive. Ok. Petit 5, investir loin de chez soi, c'est trop risqué. Moi, j'ai commencé par des biens à 900 km de chez moi. Ah ouais? Ouais, parce que ma femme était dans le Nord-Pas-de-Calais. Okay. Moi, j'étais à Bordeaux, donc j'avais investi déjà à Bordeaux. Et comme on se voyait tous les week-ends, je me suis dit, bon, ben, allez, je vais là-bas, je vais investir, tu vois. Okay. Mais dans l'idée, en fait, il faut comprendre une règle simple. Alors, on va parler, pour ceux qui ne savent pas, T1, T2, T3, T4. Moi, j'ai mis longtemps à savoir ce que c'était, c'est pour ça que je vais le dire. T1, ça veut dire studio. T2, à partir du moment où il y a T2, ça veut dire 2 pièces. Ça veut dire un salon plus une chambre. T3, 2 chambres. T4, 3 chambres. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une règle qui dit T1, donc 1,
1 an. C'est-à-dire le locataire reste 1 an. Ah, ok. 1 an, il n'a pas d'enfant, il est tout seul, au bout d'1 an, il bouge. T'es 2, donc généralement, on a une chambre, on devient plus confort, c'est le couple qui se met ensemble. On compte sur les 2 ans, ok? Le couple qui s'est mis ensemble au bout de 2 ans fait un enfant. Et donc T3, quand on est dans un T3, on a donc 2 chambres, donc on a l'enfant qui est installé, on bouge pas l'enfant tous les cas, tu vois, donc 3 ans. Donc ça veut dire que globalement, au pire, tu dois aller dans ton bien au moins 1 fois par an. Ok. Donc je veux dire que tu investisses à l'autre côté du monde, etc., peu importe, 1 fois par an, tu as besoin d'y aller. Et le reste du temps, ouais mais Jérémy, tu fais comment pour les travaux, etc. Les travaux, c'est pas moi qui les fais. La décoration, c'est pas moi qui la fais. En fait, si tu comprends bien l'investissement immobilier, le but, c'est de faire les choses par d'autres et le faire payer par d'autres. On est là pour faire travailler l'argent et pas pour travailler pour l'argent. Donc en gros, tu vas faire un crédit dans lequel tu vas inclure toutes les prestations et tu vas pouvoir donc réaliser ton investissement sans mettre le nez dedans. Ok. Petit 6, l'immobilier ancien, c'est plus rentable. Clairement, mais clairement. En fait, en gros, il faut mesurer ça à la douleur. Demain, tu pars en vacances, Ouais. Tu as une plage facilement accessible, magnifique mais facilement accessible. Elle est bondée de monde. Ouais. Ok, tu as une plage magnifique, mais avec un petit chemin arpentu, on dit arpentu un petit chemin Difficile d'accès. Un petit chemin difficile d'accès, dans lequel il y a des ronces, etc. C'est un peu chiant, il y a 2 heures de marche. Tu arrives en bas, il n'y a personne. Oui, Pourquoi? c'est océan rouge, océan bleu, quoi. Je connais pas. Bah, c'est aussi pareil en marketing, en gros. Quand tu veux te lancer quelque part, souvent c'est un océan rouge, il y a plein de personnes. Océan bleu, c'est où il n'y a personne, c'est là où il faut que tu te lances, quoi. Ok. Ouais, la même image. Moi, je voyais surtout que plus il y a de difficultés à l'entrée, plus il y a de facilité à la sortie. Ouais, ok, ouais. Tu vois, dans l'idée, quoi qu'il arrive, dans l'immobilier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura toujours une douleur. Ok. Soit tu la prends au départ, soit tu la prends à la fin. Mais l'avantage au départ, c'est que c'est une douleur choisie. Ça veut dire que tu choisis par exemple d'aller dans une difficulté parce que tu veux être plus rentable, parce que tu veux moins de concurrence, parce que tu veux être tranquille pour après. Tous ceux qui vont choisir la voie facile, logement neuf, tu vas louer pas rentable, donc tu vas pas gagner d'argent le jour de la revente, tu en gagneras moins. Tu vas acheter un logement déjà loué, potentiellement tu sais pas quel locataire est dedans. S'il y a des travaux à faire, il faudra que tu reloges le locataire. Si tu peux pas faire les travaux, il peut arrêter de payer, etc. etc. Donc en gros, la facilité que tu as eue au départ, ça veut dire que tu avais moins de douleur parce que tu as moins peur, parce que les locataires sont dedans. Mais finalement, tu te retrouves emmerdé parce que demain, ta problématique, elle peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu vois. Ok. Alors que si jamais tu achètes un bien, par exemple, avec des travaux, dans lequel tu vas, dès le départ, refaire le bien de manière à ce qu'il respecte les nouvelles normes 2030-2040 au niveau du DPE, donc quelque chose de super bien isolé. Tu refais faire tous les travaux de A à Z, que ce soit les évacuations, la maçonnerie, le placo, l'isolation, l'électricité, etc. Tous les travaux réalisés par les artisans sont garantis pendant 10 ans, donc pendant 10 ans, tu as 0 emmerde, tu vois. Ce qui veut dire qu'en fait, toute la complexité que tu as eue au départ, maîtrisée et choisie, eh bien, tu ne l'auras plus pendant les 10 ans suivants. Ok. Voilà l'idée. Ça, c'est marqué dans le contrat, les 10 ans de... Ouais, c'est l'assurance garantie décennale qui est prévue par tous les artisans. Il faut bien sûr contrôler. Oui, que ce soit bien mis... Voilà, il faut contrôler il faut appeler les assurances pour vérifier qu'ils sont bien à jour de leur cotisation. Ah oui. Parce que le jour où tu fais les travaux, s'ils ne sont pas à jour des cotisations, tu n'es pas assuré. Et chose importante, il faut clôturer le chantier. Ok. Il y en a peu qui le savent, mais en fait, quand tes travaux sont terminés, si tu ne signes pas un PV de réception de fin de chantier, même s'il y a des réserves, vaut mieux signer un PV avec des réserves, c'est-à-dire le chantier n'est pas terminé, je signe. À partir du moment où je signe, tous les travaux qui ont été réalisés sont couverts. Ok, d'accord. Par contre, si je ne signe pas, je ne suis jamais couvert parce que les travaux n'ont jamais été terminés. Donc l'artisan pourra dire, l'assurance, toi tu veux te plaindre à l'assurance dira, bah non, les travaux ne sont pas terminés. Et l'artisan dira, bah non, j'ai pas fini. Ah ouais, et donc finalement, il n'y a pas d'assurance. Ouais, ok. Tu vois l'idée? Ok. Petit 7, le cash flow est plus important que la rentabilité. Clairement. Clairement. La rentabilité, ça veut rien dire en fait. Tu pourrais très bien avoir une excellente rentabilité et pas gagner d'argent. Exemple, tu prends un crédit sur 10 ans. Tu as une mensualité qui est hyper élevée, ok, donc ça veut dire que tu n'en feras qu'un seul investissement, ok. Tu ne peux pas enchaîner les opérations parce que tu es peu ou pas rentable, ça pourrait être la même chose sur 20 ans, 25 ans, peu importe. La rentabilité veut dire quelque chose, mais à la fois, c'est pas ce qu'un investisseur doit regarder. Un investisseur qui souhaite aujourd'hui gagner de l'argent, c'est-à-dire avoir du cash flow, un complément de revenu, devenir libre financièrement, etc., il devra regarder un calcul très simple. Tu fais le montant total de ton loyer, moins le total de tes charges, crédit, assurance, frais comptables, etc. Et tu vois combien il te reste. S'il te reste encore de l'argent, ça veut dire que tu es bon. Là, t'es bon, ok. Numéro 8, acheter en indivision quand on est en couple, c'est risqué. Ah ouais, oh là là. Tu peux expliquer peut-être le terme indivision? Ouais, indivision, c'est quoi en fait? C'est 2 personnes, non mariées, non pacsées, qui décident d'acheter un bien. Donc ça soit moi avec madame, j'achète. Même toi et moi, Okay. On achète tous les deux. C'est 2 personnes physiques qui investissent ensemble, 2 ou plus, qui investissent ensemble dans un bien immobilier sans structure juridique. Ok. Ça veut dire qu'en fait, on a décidé donc tous les deux d'investir et on est par défaut
dans l'indivision. L'indivision, Ah, mais ça veut dire que, excuse-moi, ça veut dire qu'on n'est même pas en SCI ou quoi que ce soit. on n'est rien du tout, c'est en ok. nom propre. En nom propre, on est dans l'indivision. Et il y a une loi, dans ce texte, dans l'indivision, il y a une loi qui dit nul n'est censé être obligé de demeurer dans les divisions. Ça veut dire que demain, toi, tu décides de dire, ben moi, ce bien-là, j'en veux plus, ben, tu peux très bien, quelque part, me forcer à vendre alors que j'ai pas envie de diluer mon patrimoine. Ok. J'ai aucune condition de sortie. Si demain, par exemple, tu viens à décéder, tu as des enfants, et bien le patrimoine que j'ai bâti avec toi en tant qu'ami, et bien il part dessus, je me retrouve associé avec tes enfants. Ok. Et donc, oui, d'accord. soit, j'ai même pas le choix de choisir, par exemple, si je veux acheter leur part ou si les parts leur reviennent directement. Alors que si je passe, par exemple, par un cadre juridique avec des statuts, etc., je peux dire, voilà, si demain il y a un de nous deux qui décède, avant que les héritiers puissent toucher les parts, l'associé restant a le choix de racheter les parts. Ok. Et donc, les héritiers partent avec l'argent, mais pas avec le bien. Je pourrais choisir quelles sont les conditions de revente. C'est-à-dire que demain, si on s'entend plus et qu'on veut revendre, minimum 3 estimations. Ok. Tu vois, en fait, tu peux tout cadrer. Et l'indivision, il n'y a rien de pire hein, pour faire un pire investissement. Il n'y a rien de pire que l'indivision. C'est vraiment, il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de structure, on ne peut rien faire. C'est à éviter, à bannir. Ok. Numéro 9, faire les travaux soi-même, ça permet de gagner plus. Non, non. En fait, c'est toujours, encore une fois, c'est la vision court terme, long terme. En gros, si j'ai une vision court-termiste, c'est-à-dire en gros, je vais regarder ce que je vais gagner dans la poche tout de suite, effectivement, sur l'immédiat, j'ai un devis à 10 000 €, je peux en économiser 5 si je fais les travaux moi-même. Ouais, voilà. Les calculs sont bons, Kevin. C'est pas toi, Kevin, non? Non, Lucas, Lucas. c'est presque Ok, pareil. mais c'est pareil. En gros, dans l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que je dois réfléchir comme un investisseur. Le temps que je vais passer à faire les travaux, c'est du temps où potentiellement j'aurais pu gagner de l'argent dans mon travail. C'est du temps où j'aurais pu être avec mes proches, avec ma famille, des moments qui n'ont pas de prix, tu vois. Le but de l'investisseur, c'est de se dire, moi, j'ai compris que pour gagner ma liberté, il fallait que je fasse travailler l'argent pour moi et que j'arrête de travailler pour l'argent. À partir du moment où je viens de travailler moi pour mon investissement, ça veut dire que je me mets à travailler pour mon investissement et donc travailler pour mon argent. Ok. Donc c'est pas bon. Donc je dois en fait faire les travaux. Qui plus est, ça c'est la première valeur, qui plus est, tous les travaux que tu vas réaliser toi, c'est toi qui seras responsable de l'assurance décennale en nom propre de tous les travaux réalisés. Ce qui veut dire que moi j'ai un ami par exemple, il avait acheté une maison, il a fait une maison je veux dire, il a vendu sa maison au bout de 6 ans, cette maison a été revendue à une autre personne au bout de 9 ans. Au bout de 9 ans et 4 mois, d'accord, parce qu'au bout de 10 ans c'est révolu, au bout de 9 ans et 4 mois il y a eu un afforcement des planchers, ils ont porté plainte, il a dû payer 170 000 €. Tu vois l'histoire? Ah ouais, ça pique. Donc ça, c'est une réelle problématique. Qui plus est, demain, quand tu vas vouloir revendre, tu auras beaucoup plus de difficultés à revendre parce que c'est la personne qui va te racheter le bien n'aura aucune assurance. Ok. Tu vois, ça veut dire que dans le poids de ta revente, tu n'auras pas d'assurance. De plus, les travaux que tu vas réaliser toi-même ne seront pas déductibles des bénéfices taxables. Enfin, pour moi, C'est un no-go. Ouais. c'est un no-go. Faut vraiment pas faire ça. Faut pas le faire. Ok. Et enfin, la 10e, Jérémy, acheter un bien qui te plaît, c'est important. En moins de 30 secondes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah oui, c'est important dans le sens où c'est bien d'investir dans un bien qui te plaît, ça c'est clair. Mais quand il te plaît, c'est ce qui te plaît parce que tu vas être rentable, parce que tu vas faire des chiffres qui répondent à tes besoins, à ta demande, etc. Maintenant, si il me plaît parce que j'ai un coup de cœur, non, attention, warning, parce que qui dit le cœur dit émotion, qui dit émotion dit mauvaise décision. Donc aujourd'hui, si tu veux faire un bon investissement, c'est papier, stylo. Tu prends des notes, est-ce que j'achète au bon prix du mètre carré? Est-ce que les travaux ne dépassent pas l'enveloppe prévue? Est-ce qu'une fois avoir additionné le coût d'acquisition plus tous les frais, je suis moins cher au prix du mètre carré? Ça veut dire est-ce que je fais une plus-value immédiate ou est-ce que j'achète un AV qui finalement va me coûter de l'argent? Ce sont les chiffres qui doivent décider, et uniquement ça. Bon, vous l'aurez compris, si jamais vous vous intéressez à l'immobilier, c'est avec grand plaisir que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Bien sûr, je donne du contenu régulier. Le but, c'est d'apprendre l'immobilier avec des mots simples. Hein, c'est ce que je fais de mieux, d'après ce qu'on me dit. Donc, abonne-toi pour en apprendre plus et je t'ai réservé une petite surprise. Tu retrouveras en dessous de cette vidéo un lien pour pouvoir en apprendre plus sur l'immobilier. Je t'en dis pas plus. Si tu es un minimum curieux, tu vas dessous et bien sûr, tu cliques sur le bouton.